Bonjour Henri Lesquin. Bonjour cher monsieur. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Me présenter, écoutez, je suis un Français de sang qui est père de famille, 5 enfants, 8 petits-enfants. J'ai fait sans modestie de bonnes études, ensuite une carrière dans l'administration, j'ai pris ma retraite en 2013, et surtout j'ai parallèlement une activité politique, surtout métapolitique il faut le dire, un peu politique aussi, au sens strict, puisque j'ai été conseiller municipal de Versailles, président d'un groupe d'opposition d'hiver droite à Versailles pendant 11 ans, donc que dis-je, pendant 13 ans, et donc je suis essentiellement investi, je me consacre, ma vocation c'est la métapolitique, c'est-à-dire le combat des idées, qui est parallèle, qui d'une certaine manière surplombe le combat politique. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de penseurs très nombreux ont dit mais ce sont les idées qui mènent le monde et pas les intérêts, j'y crois profondément. Et donc il faut vraiment comprendre l'importance du combat politique qui passe notamment par le sens du vocabulaire. Car les idées sont portées par des mots et donc la question du vocabulaire est essentielle. Et donc j'ai participé, j'étais cofondateur en 1974 du Club de l'Horloge, devenu depuis Carrefour de l'Horloge, avec notamment Yvan Blot, Bernard Mazin, et feu Yvan Blot, qui nous a quittés malheureusement prématurément à l'âge de 70 ans, il y a 1 an et demi. Et nous avons écrit plusieurs dizaines de livres, qui sont en grande partie mon œuvre d'ailleurs, parce que je les ai beaucoup réécrits. Enfin, plusieurs dizaines, j'exagère, 20-25 livres. Ensuite, à partir de 2015, s'est développé un courant parallèle, le courant du Parti national libéral et des jeunesses lescanistes, comme ils se sont eux-mêmes appelés, qui s'est développé surtout sur Internet. Alors sur Internet, permettez-moi de faire ma publicité, donc nous avons 3 chaînes YouTube, qui ont peut-être actuellement encore plus d'abonnés que l'entrevue, mais nous serons certainement bientôt dépassés. La chaîne Radio Athéna, la chaîne Henri de Lesquin, votre serviteur, la chaîne du Carrefour de l'Horloge, puisque le Club de l'Horloge est devenu Carrefour de l'Horloge en 2015. Et puis nous avons des groupes divers sur Facebook, nous avons 2 sites internet, lesquin.fr et netlib.fr, nous avons un canal sur Telegram, Lesquin PNL, et puis, que dire encore, voilà, quelques comptes Twitter, voilà. Donc nous sommes très actifs sur Internet, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas une activité sociale, nous réunissons en général ici, et il est d'ailleurs prévu de faire aussi des réunions en province, dans différents endroits de Paris, et nous maintenons donc une communauté, les liens d'une communauté d'idées, de valeurs, de principes, de convictions. Nous sommes nationaux libéraux, et nous sommes anticosmopolites. Voilà. Nous sommes de droite modérée, puisque nous sommes libéraux, démocrates et républicains, tout en proclamant pas d'ennemis à droite. Très bien, merci. Nous allons aborder plusieurs thématiques qui vous sont chères afin de parcourir les différentes facettes de votre pensée politique. Donc la rémigration. Est-ce que vous pouvez nous définir le principe et comment vous le mettriez en place? Écoutez, c'est très simple. La réimmigration, c'est l'immigration à l'envers. Bon. Le principe est très simple à comprendre. Aujourd'hui, nous avons un solde migratoire positif. C'est-à-dire que si on prend les entrées qu'on en déduit les sorties, le solde est positif de 200 000 ou 250 000. Donc il entre plus d'immigrés qu'il ne sort d'émigrés. Alors, c'est quantitatif, mais c'est aussi qualitatif, c'est-à-dire que les immigrés qui viennent sont issus du tiers-monde, et ceux qui partent sont souvent des Français de sang, qualifiés, qui vont porter leur talent ailleurs. Et donc c'est très simple, c'est de l'algèbre, c'est x moins y, entrée moins sortie. Hein. X moins y égale actuellement plus de 100 000, et moi je dis, la politique raisonnable qu'il faut suivre pour la réimmigration, c'est x moins y égale moins 200 000, c'est-à-dire qu'il faut changer le signe, inverser le signe du solde migratoire, pour qu'il y ait 200 000 départs par an,
en solde migratoire, en net. Ce qui, au bout de 10 ans, ferait 2 millions d'immigrés en moins, quand même. Hein. Bon, alors c'est très modéré. En fait, la rémigration est simple à faire, et elle est nécessaire. Elle est simple à faire parce qu'en réalité, il suffit d'avoir un peu de volonté politique. Vous savez, un étranger qui est parmi nous, il est parmi nous parce qu'il a le droit de rester parmi nous, parce que la France, nation théoriquement souveraine, lui a accordé le droit de rester parmi nous. Ben, il suffit de lui retirer ce droit. Il bénéficie d'un titre de séjour, et bien il suffit de ne pas renouveler le titre de séjour. Alors vous me direz, oui, mais alors il va sombrer dans l'illégalité. Donc il faut mettre en place une législation raisonnable qui permette de se débarrasser des immigrés illégaux. Actuellement, un immigré illégal, qui est en France, est théoriquement expulsable, mais ne l'est pas, et bénéficie de droits. Il va recevoir des allocations, des aides, il va aller à l'école s'il est mineur. Bon, c'est totalement inacceptable. Il faut, pour faire partir les immigrés illégaux, de même, avant même de les expulser, menottés, supprimer toutes les raisons qui les font venir. Donc, pas d'aide, pas de logement, pas d'emploi, et mettre en prison ceux qui les aident. Vous voyez ? Voilà. Alors pour ça, il faut de la volonté politique. Honnêtement, il faut aussi, grâce à cette volonté politique, par référendum, changer la Constitution pour faire bien les choses, pour que la loi française soit supérieure aux droits non français, étrangers, européens, voilà. Bon. Alors vous verrez, j'ai exposé un programme détaillé sur mon site lesquin.fr, qui doit être repris d'ailleurs, je crois, sur natli.fr, il me semble. Hein. Donc, il faut alors aussi, au passage, supprimer le droit d'asile. L'asile doit être une faveur et non un droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accorder l'asile, mais il faut le faire comme fait le Japon, qui accorde à 20 personnes par an le droit d'asile. Alors ça me va. Et pas à 200 000, ou à 100 000. Donc le principe est simple, c'est uniquement une question de volonté politique. Et ceux qui vous disent que la réimmigration est impossible sont des plaisantins. Alors bien sûr, si vous me poussez dans mes retranchements, vous pourrez me dire, oui, mais d'accord, mais ça c'est pour les étrangers, mais que faire des Français de papier? C'est très simple, sauf que c'est l'étape d'après. Il faut commencer par régler les questions les plus simples. Les Français de papier sont presque toujours des binationaux, et même s'ils ne le sont pas, peu importe, il faut les déchoir de la nationalité française. Et à ce moment-là, on est ramené au problème précédent. Vous voyez, donc c'est une question de logique. Français de papier, d'échéance de la nationalité, il devient un étranger. On est ramené au problème précédent, étranger en situation légale. Et à la fin de son droit de séjour, s'il ne part pas, il devient immigré illégal. Et donc on est ramené à la question de l'expulsion ou du départ des étrangers immigrés illégaux. Comment vous pourriez évaluer la légitimité à conserver la nationalité française? C'est le degré d'assimilation. C'est le degré d'assimilation. Bon, il n'y a pas de règle générale absolue. Il faut simplement... à vrai dire, statistiquement, si vous voulez, c'est assez simple, parce que la plupart des étrangers, la plupart des Français de papier sont des binationaux. Bon. Sont des binationaux, franco-algériens, franco-israéliens, comme Meir Habib. Et donc, un binational doit choisir. Et encore, la question, c'est peut-être la France qui doit choisir à sa place, d'ailleurs. Si la France pense qu'il peut rester français, si l'État français, représentant la nation française, pense que le binational peut rester français, il faut lui intimer l'ordre de renier sa nationalité d'origine, l'autre nationalité. Bon. Ce qui n'est pas forcément toujours possible juridiquement, parce qu'un État étranger peut parfaitement refuser de retirer la nationalité à l'individu. Mais il faut qu'il déclare, comme le fait d'ailleurs le nouvel américain qui jure qui prête serment à la Constitution américaine et qui jure d'abandonner toute allégeance à un État étranger. Oui. Le serment est une bonne chose. Alors l'adhésion stricte à une religion non occidentale, qu'il s'agisse du judaïsme ou de l'islam, qui sont des religions orientales, implique le défaut d'assimilation. Si on adhère vraiment à la religion musulmane, on veut que la charia soit appliquée, la loi islamique. Et donc on considère en fait que l'État français, la République actuellement, enfin la République, ça devrait être la République, l'État français est illégitime.
Et si l'État français était légitime, on est un Français de papier, si on a des origines étrangères. Idem pour le judaïsme. Le Talmud, qui est le livre sacré du judaïsme actuel, dit que les non-juifs, les goyim, terme de mépris, sont assimilables à des bêtes. Alors si un Français juif considère que les non-juifs français comme lui, de nationalité, sont assimilables à des bêtes, c'est un juif français, non pas un français juif. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères, la religion en est un, la langue, bien sûr. En Suisse, il y a un système qui n'est pas mauvais, qui est l'enquête de voisinage. Oui. C'est pour le nouveau Suisse qui veut devenir Suisse. On demande à ses voisins si on peut l'accepter dans la nation suisse. Oui. Voilà. Alors on pourrait faire ça a posteriori pour ceux qui ont actuellement la nationalité française. Bien entendu, il faut pour l'avenir, changer le code de la nationalité pour être strictement sur le principe du jus sanguinis qui existe depuis 1803, mais il faut qu'on ne soit français à la naissance que par le droit du sang, le père ou la mère français, et qu'on ne puisse le devenir que par un décret de naturalisation. Très bien. Dans une France coupée en deux, comment vous feriez concrètement appliquer ça à l'armée, à la justice? Appliquer quoi? La rémigration, la mise en place concrète, d'échéances de nationalité. Les gens se laisseront normalement pas faire. Qu'est-ce que vous racontez? C'est de la propagande, c'est ce que vous racontez. Écoutez, je croyais vous avoir expliqué. C'est très simple. C'est expliqué en détail dans le programme qui est sur le site lesquin.fr. Un étranger qui est en France, il a un titre de séjour. Bon, on ne renouvelle pas son titre de séjour. Donc il va partir de lui-même, ou alors il va devenir un immigré illégal. Si c'est un immigré illégal, il faut modifier la loi pour supprimer tous les avantages qui sont accordés actuellement aux immigrés illégaux. C'est un scandale absolu. Un immigré illégal, c'est quelqu'un qui est un délinquant, qui n'a pas le droit d'être là, et on lui accorde le droit d'aller à l'école s'il est enfant ou mineur. On lui accorde des aides sociales, l'aide médicale d'État. Enfin, c'est une folie totale. Il faut supprimer l'aide médicale d'État, il faut supprimer toute aide. On peut et on doit soigner en urgence quelqu'un qui est en train de mourir sur le trottoir, évidemment, quel que soit son statut. Mais dès qu'il est guéri, il faut le reconduire à la frontière, c'est-à-dire l'expulser, en français. Au besoin, les menottes au poignet. Hein. Et donc, non, il n'y a aucune difficulté de principe. Il faut simplement inverser le signe du solde migratoire, ce qui ne soulève, je le répète, aucune difficulté. Et je dirais, c'est non seulement facile, mais c'est nécessaire. Parce que sinon, nous aurons la guerre civile, la guerre ethnique, car les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles, et on arrivera au nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique, c'est ce qui se fait souvent dans l'histoire. Ça s'est fait en ex-Yougoslavie dans les années 1990. Ça s'est fait, bien entendu, en 1962, en Algérie. Les Français d'Algérie et les Juifs, devenus Français de nationalité, Français de papier par le décret Crémieux de 1870, sont partis en quelques semaines. Ça, c'est le nettoyage ethnique. C'est une cause de souffrance, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour éviter qu'il y ait un nettoyage ethnique dans 30 ans qu'il faut faire la rémigration dès maintenant. Feriez-vous intervenir l'armée française en cas de résistance pour des immigrés, comme on peut voir des scènes de violence à Calais, qui se passent encore à Paris? Comment feriez-vous face à cette situation où on peut penser que certaines populations ne se laisseraient pas faire, comme ça a pu être le cas? Vous voulez absolument que les populations ne se... Mais c'est n'importe quoi. L'État est très puissant. C'est une question d'autorité, voyons. C'est parce que ces gens-là, on les laisse venir, on ne les a pas enchaînés quand un type est un délinquant. Un immigré. Si je supprime le droit d'asile, quelqu'un qui rentre sans autorisation, c'est un délinquant. Il faut lui mettre les menottes au poignet. C'est tout. Voilà. Et on le reconduit à la frontière, illico. Donc il y a... alors en cas d'émeute, puisque nous avons une population importante et des quartiers dits de non-droit, c'est-à-dire des quartiers d'immigrés qui échappent à l'autorité de l'État, il faut effectivement reconquérir ces quartiers. Au besoin, l'armée peut intervenir. Mais ce qu'il faut, si vous voulez, c'est refuser la sensiblerie. Il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait des morts. Et il faut qu'il y ait des morts, il faut que le gouvernement affronte la propagande subversive des médias cosmopolites qui vont faire pleurnicher sur les morts. Il faut dire, oui, c'est normal. C'est normal. Écoutez, Clémenceau, il a fait tirer sur les grévistes qui étaient un peu violents, il y a eu des dizaines, des centaines de morts. Jules Mock, même chose.
on ne peut pas gouverner si on n'accepte pas d'écraser la populace. Voilà. Et quand c'est une populace immigrée, il faut les écraser encore plus. Et il faut effectivement affronter la propagande médiatique, subversive et cosmopolite. Vous ne pensez pas que la propagande cosmopolite a aussi intégré des sphères plus larges, comme l'armée, avec aujourd'hui des recrues qui proviennent de l'immigration, qui auraient tendance à ne pas suivre cet ordre de l'État? Si les recrues, si les soldats ne suivent pas les ordres, il faut évidemment les chasser de l'armée, et il faut les sanctionner. Bien entendu, ouais. C'est évident. Merci pour vos réponses. On va passer sur un autre thème, le racisme. Vous avez déjà abordé la notion de bon racisme en opposition au mauvais racisme. Pourriez-vous nous expliquer la différence? C'est très simple. Vous savez que l'une de mes devises, c'est une phrase d'un de mes maîtres à penser, Vilfredo Pareto, qui a dit « Les mots sont des étiquettes pour désigner les choses ». Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc le mot qui désigne la table pourrait désigner la chaise et réciproquement. Alors, si on est savant ou pédantesque, on peut dire c'est l'arbitraire du signe de Saussure. Hein. Bon. Mais en politique, les mots, tout arbitraire qu'ils soient, prennent une charge affective très importante. Bon. Alors, il y a des gens gentils mais un peu crétins qui disent « Ah, mais il ne faut plus dire raciste, il faut dire racialiste, parce que raciste, c'est mal. » Bon, ça, c'est ridicule. Le gars qui se dit racialiste, c'est comme s'il disait « Je suis raciste, mais j'ai honte de l'être. Oui. » Alors, dans racisme, il y a race. Bon. Il y a race. Alors, évidemment, il y a le bon racisme et le mauvais racisme. Jules Ferry, c'est le parangon de la République française, franc-maçon, tout ce que vous voulez, fondateur de l'école laïque. Eh bien, en 1885, non ? La Chambre des députés, qui s'appelait comme cela à l'époque, Assemblée nationale aujourd'hui, en 1885, pour défendre la politique coloniale, il est monté à la tribune, et il a dit, je résume, les races supérieures ont le droit et le devoir de coloniser et de civiliser les races inférieures. Les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. Aujourd'hui, ça paraît très choquant. Mais c'est très raisonnable. Et De Gaulle, c'est ce que j'appelle la prière du matin. De Gaulle, il a dit à Pierre Fitte, Alain Perfit, ne pas confondre avec Roger. Alain Perfit, qu'il a rapporté, il a dit en 1959. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple de race blanche, de culture grecque et romaine, et de religion chrétienne. Fin de citation. Alors, donc, De Gaulle a dit ça, c'est du bon sens même. La France est un... Moi, je dirais, pour paraphraser De Gaulle et pour préciser De Gaulle, nous sommes un peuple d'origine indo-européenne, de race caucasoïde, de culture grecque, latine, celtique et germanique, et de religion chrétienne. Voilà, c'est plus précis et plus complet. Et ça, c'est le bon racisme. Le bon racisme, c'est la conscience de race. C'est la conscience de race. Le mot race peut être entendu dans plusieurs sens. Au sens d'une division de l'espèce humaine, de l'espèce Homo sapiens, ou au sens plus vague de fond génétique commun, ancêtre partagé. Bon. Et c'est pour cela que nous avons au PNL précisé la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Liberté individuelle, égalité civique, fraternité raciale. Et donc le bon racisme, c'est la conscience de race, comme le voulaient Jules Ferry, Charles de Gaulle et beaucoup d'autres, pour qui ça paraissait une évidence que la France était un pays de race blanche.
C'est d'ailleurs une évidence. Et donc elle doit de redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, par la réimmigration. À cet égard, il faut souligner que la congoïdisation de la France est bien plus grave que son islamisation. Parce qu'on peut changer de religion, mais pas de race. Et que ce que j'appelle le plan Z comme Zemmour est une opération de subversion qui consiste à nous faire oublier ou à nous faire accepter l'invasion de la France par des populations de race congoïde, de race noire si vous préférez, en réduisant le débat sur l'immigration au débat sur la religion musulmane. Je ne dis pas qu'il faut accepter l'islamisation de la France, je dis que c'est relativement secondaire par rapport à la question raciale. La question raciale est aujourd'hui centrale. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi un mauvais racisme. La haine raciale, comme la haine sociale en général, c'est un mauvais sentiment. Cela dit, force est de constater que la haine est aussi répréhensible qu'elle soit. Moi, je n'éprouve aucune haine. Je combats mes ennemis politiques, mais vous savez, comme disait Julien Freund, un autre de mes maîtres à penser, il faut distinguer l'inimicus de l'hostis. En latin comme en grec, il y a deux mots pour désigner l'ennemi privé et l'ennemi public. Alors, quand on a un ennemi privé, c'est qu'on a de la haine. Quand on a un ennemi public, on peut évidemment avoir de la haine pour les Allemands et les appeler les Boches, mais on peut aussi les combattre comme des ennemis publics et non pas comme des ennemis privés, en distinguant bien les deux, et sans éprouver un sentiment de haine. Voilà. L'hostilité ne conduit pas forcément à la haine. Bon. Et donc voilà, la haine raciale est un mauvais sentiment, c'est le racisme négatif. Alors cela dit, ne soyons pas hypocrite, il est vrai que ça peut être un moteur efficace pour lutter contre l'invasion. Voilà. Si vous voulez, en 1914, en 1939, les Français disaient les Boches, et beaucoup avaient de la haine pour les Allemands. Bon, c'est un mauvais sentiment. Et c'est une force qu'il faut être utilisée pour combattre l'ennemi. Oui. Donc je condamne moralement le racisme négatif ou la haine raciale. Je ne le combats pas politiquement de la même manière. Vous voyez la nuance. Donc vive le racisme positif républicain, conscience de race de Jules Ferry ou Charles de Gaulle, et soyons réservés sur le racisme négatif et sur toute forme de haine raciale, qui aboutit d'ailleurs au chauvinisme stupide consistant à nier la grandeur des autres civilisations. Je crois vraiment que la France est le plus grand des pays, que la civilisation occidentale est très supérieure aux autres, mais je ne vais pas dédaigner la grandeur de la civilisation orientale ou celle de la civilisation indienne. Vous voyez ? Pensez-vous qu'il y a une différence d'intelligence entre les races ? Ben oui et non, c'est-à-dire que la question est mal posée. Si on considère les populations des différentes races, évidemment qu'il y a une différence de QI en moyenne. En moyenne. Elle est très considérable. Hein. Elle est très considérable pour ce qui concerne les populations de race congoïde, c'est-à-dire l'Afrique noire. En Afrique noire, le QI moyen est de 70% dans l'Ouest européen. En France, il a légèrement en dessous de 100 parce que les immigrés, évidemment, tirent la moyenne vers le bas. Donc, bien sûr, il y a des différences considérables de capacité moyenne, ce qui explique d'ailleurs l'arriération relative des populations d'Afrique noire. La civilisation, l'une des six civilisations du monde contemporain, c'est celle de l'Afrique noire. Elle est très inférieure aux autres. Très inférieure aux autres. Sinon on en juge par ses créations, parce qu'elle a produit au cours de l'histoire. Et alors, restent deux questions à évoquer à ce propos. C'est-à-dire, premièrement, il s'agit d'une moyenne. Alors, vous savez, vous connaissez la courbe de Gauss. Hein. La courbe de Gauss, c'est une courbe en cloche qui, d'ailleurs par construction du QI, donne la répartition du QI. Bon. Alors, dans une population qui a un QI de 70, c'est légèrement au-dessus du seuil de la débilité en Occident. Hein. Ça veut dire qu'il y a presque la moitié de la population, enfin 30 ou 40% de la population qui serait considérée comme débile d'après les critères occidentaux. Mais, dans une population d'1 milliard à bientôt 2 milliards d'habitants, comme l'Afrique noire, celle de l'Afrique noire,
même si proportionnellement il y a très peu de gens qui sont aux extrémités droites de la courbe, vers le haut, il y a quand même beaucoup de gens qui sont extrêmement intelligents. Vous voyez ? Ce n'est qu'une moyenne. Autrement dit, un individu qui appartient à la race caucasoïde peut être débile, il appartient quand même à la race caucasoïde. Un individu qui appartient à la race congoïde peut avoir un QI extrêmement élevé. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le QI qui fait la race. Alors, l'autre aspect des choses, c'est qu'à ma connaissance, parce qu'en fait, la science n'est pas assez développée, on ne sait pas si ces différences raciales, pour le QI moyen, sont statistiques ou fonctionnelles. Est-ce qu'elles résultent simplement du hasard, des tendances qui ont fait que les gens ont plus de QI quelque part qu'ailleurs, ou est-ce que vraiment il y a dans les gènes qui caractérisent la race des effets négatifs ou positifs sur le QI? Bon, j'aurais tendance à dire que c'est les deux qui jouent, hein, qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait une liaison fonctionnelle entre les deux. Entre les deux, c'est entre le QI des individus et leur appartenance raciale. Lorsqu'on regarde la carte des QI, celle-ci est extrêmement proche de la carte de la pauvreté dans le monde. La pauvreté, on le sait, conduit à un déficit d'éducation, à la malnutrition et par conséquent à un sous-développement des capacités. Ne serait-elle pas la cause de cette différence ? Écoutez, ça c'est l'argument des cosmopolites, Lysenkis, c'est pas vrai du tout, c'est l'inverse qui joue, c'est exactement l'inverse. C'est pas parce que les gens sont pauvres qu'ils ont un QI faible, c'est l'inverse, c'est parce qu'ils ont un QI faible qu'ils sont pauvres. Et alors, si vous voulez, bon, ça résulte de quantité d'analyses, je veux dire, la question est réglée depuis longtemps. Le QI est héréditaire, individuellement héréditaire et globalement héréditaire. Les meilleurs auteurs, les meilleurs psychologues depuis longtemps, Cyril Burt, Arthur Jensen, Shockley, Richard Lynn, Rushton ont analysé les choses de manière extrêmement précise. D'ailleurs, l'épreuve la plus simple, c'est celle des vrais jumeaux. Alors, quand on compare les vrais jumeaux aux faux jumeaux, on voit qu'ils se ressemblent beaucoup plus. Vous savez que les vrais jumeaux sont ceux qui sont nés d'un seul œuf, et donc ils ont le même génotype. Et donc ils sont vraiment, quand on a rencontré des vrais jumeaux, on voit que c'est vraiment, parfois ils sont indiscernables, hein, même très souvent. Et alors, les faux jumeaux sont comme deux frères ordinaires, et en fait, ça ne ressemble pas plus. Et alors, on a le cas qui a été étudié par Cyril Burt en particulier, lequel a été d'ailleurs blanchi des accusations de trucage. En fait, il n'a rien truqué du tout, hein. C'était des diffamations de Lysenkis. Donc les vrais jumeaux élevés séparément se ressemblent presque autant que des vrais jumeaux élevés ensemble. Donc en fait, nous sommes nos gènes, hein. C'est une formule un peu simpliste, mais essentiellement vraie. Notre identité est constituée à l'instant fatidique où les spermatozoïdes fécondent l'ovule. Nous avons notre génotype. Et si on est chrétien, on peut dire nous avons notre âme. Aujourd'hui, nous savons que le QI n'est pas une mesure viable dans la mesure de l'intelligence. Est-ce que ce test ignore l'intelligence émotionnelle, le sens de l'humour qui est une forme d'intelligence, la capacité d'adaptation, la répartie, la capacité d'apprentissage et l'esprit critique? Qu'est-ce que l'intelligence pour vous, Henri Lesquin? Écoutez, je crois que ça n'a pas de sens. Le QI, alors bon, certains par provocation comme Eysenck ont dit mais le QI, l'intelligence c'est ce que mesure le QI. C'est ce que mesurent mes épreuves, en anglais mes tests de quotient intellectuel. Les épreuves de quotient intellectuel comportent plusieurs aspects, notamment les épreuves qui mesurent le facteur G, c'est-à-dire l'intelligence générale. On peut définir, vous savez, encore une fois, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Alors on peut parler d'intelligence verbale, d'intelligence émotionnelle, si vous voulez. Bon. Mais si on veut parler d'intelligence au sens strict, c'est l'intelligence mathématique. Alors je me dirais que c'est un plaidoyer pour deux mots, puisque j'étais plutôt bon en maths. Mais indépendamment de cela, je pense qu'il y a une différence structurelle, conceptuelle plutôt, je dirais justement, entre l'intelligence conceptuelle qui consiste à manier des abstractions et les autres capacités. Bon. Alors il faut voir que, et c'est un point sur lequel j'appelle votre attention, c'est que dans la vie pratique, l'intelligence pure, si on appelle intelligence pure, intelligence mathématique,
Bon, n'est pas forcément d'un très grand usage, sauf si on veut faire de la recherche en mathématiques. Hein. L'intelligence pratique, c'est quand même très utile. L'intelligence verbale, c'est aussi très utile. Et alors, je signale le cas, à mon avis, très intéressant, à vos spectateurs, de ce que j'appellerais le crétin qui parle bien. Ça, on en rencontre souvent. Imaginez quelqu'un, bon, qui a un QI faible, hein, mais pas débile complet, et encore, qui est une mémoire d'éléphant, et qui a beaucoup d'intelligence verbale, c'est-à-dire qui parle très bien. Il faut voir que l'intelligence verbale n'a rien à voir avec l'intelligence mathématique. C'est, comment il s'appelle, Pinker, c'est le psychologue juif américain qui, dans son livre sur l'instinct du langage, cite, alors il cite en anglais, moi je l'ai lu en français, une traduction française approximative, mais le cas d'une débile mentale, un QI de 50 ou 60, qui tient un discours. Et il faut le lire 2 fois pour se rendre compte que c'est un tissu d'absurdité, parce que ça fait illusion. Alors le crétin qui parle bien, vous en rencontrerez au café du commerce ou au dîner en ville, le gars, et il vous tient un discours, et vous dites, fort le gars, fort. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est tout simple. Il a retenu par cœur, il a une mémoire d'éléphant, une excellente mémoire, au moins, et il a retenu ce qu'il a entendu. Et il vous régurgite avec une belle forme. Et vous pensez qu'il était très intelligent. En fait, c'est un crétin. Et alors, pour vérifier qu'un gars est vraiment intelligent, il faut discuter avec lui. Et poser des sujets. Je me rappelle, je vais vous donner 2 exemples, si nous ne sommes pas pris par le temps. Je ne vais pas vous dire le nom du premier, parce que ce ne serait pas gentil. C'était un ami, bon, j'avais peu de sympathie pour lui en réalité, une relation mondaine, disons. Et j'étais à un mariage, à une table de 8, alors vous savez, une table de 8, c'est très bien pour une discussion générale, le gars était en face de moi, et il me sort un discours européiste. Bon, vous savez que je ne suis pas européiste, je suis souverainiste identitaire. Bon. Et je me dis, le gars il est vachement fort, hein, parce que c'est un européiste vachement intelligent, si vous me permettez de dire vachement. Et je commence à discuter avec lui, il n'y a plus personne. C'était le perroquet, il avait régurgité un discours tout préparé, mais dès qu'on lui soulevait la moindre objection, et puis, autre exemple, alors là je vais donner le nom, Laurent Alexandre, que je surnomme maintenant Satan Alexandre, le charlatan du transhumanisme, l'émule du Dr Frankenstein, je l'ai reçu ici, enfin nous l'avons reçu, c'est pas moi qui l'ai reçu, c'était les JL. Et alors il nous a dégurgité, c'était assez brillant, mais c'était une série de poncifs. Et nous sommes aperçus qu'il était incapable de répondre à la moindre objection. Le gars, il a fait un livre sur l'intelligence artificielle, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Donc c'est vraiment un crétin qui parle bien. Hein. Un crétin tout ce qui brille n'est pas or, et on peut avoir l'impression qu'un gars est brillant alors que c'est un crétin. Alors quand je dis que c'est un crétin, lui, il n'a peut-être pas un QI de 80, mais vraiment, il n'a pas l'intelligence qu'il se croit et qu'on lui prête. Hein. Ça, je vous garantis. Sinon, il aurait répondu de manière intelligente. Je vous donne un seul exemple. Le gars, il dit, ah ouais, 10 génies, etc. Maintenant que je suis médecin, autrefois les gens mouraient quand ils étaient mal portants, maintenant on maintient en vie. Alors je lui dis, vous avez raison, mais cela dit, il y a un autre aspect des choses hein, qui est plus unique, qui est plus eugénique, spontanément eugénique, c'est la natalité, la fécondité différentielle. Par exemple, voilà, quand on a des lunettes, alors on peut se dire, à l'époque on était chasseurs-cueilleurs, le gars qui voyait mal, il était éliminé parce qu'il ne pouvait pas se nourrir, il n'arrivait pas à chasser de gibier. Mais c'est encore alors on met des lunettes, d'accord, mais c'est moins joli d'avoir des lunettes. Donc, c'est plus difficile de trouver une femme. Alors j'ai quand même réussi à trouver une femme malgré mes lunettes, mais j'étais quand même désavantagé par les lunettes. Non, je plaisante. Je veux dire quand même que les infirmités que l'on peut guérir réduisent quand même la fécondité différentielle. Bon, c'est une objection évidente. Le gars, il n'y a jamais pensé. En fait, c'est un gros nul, hein, franchement. Voilà. Donc, alors, maintenant, ce qui est intéressant, peut-être aussi, c'est de penser à un autre aspect des choses, qui est plus important. C'est, disons, ce qu'on pourrait appeler le quotient de créativité. Qui est différent du quotient intellectuel facteur G, qui n'est pas mesuré par les épreuves de QI. Hein. Ça, la créativité qui est liée à l'imagination,
ce n'est pas la capacité à débattre de concepts ou à les manipuler, c'est la capacité de créer des concepts, ou de créer des idées. Et ça, on n'a pas le moyen de le mesurer, on l'observe, on voit si quelqu'un est créatif ou pas. Et il peut aussi y avoir des différences considérables entre les peuples, et pas seulement entre les individus, pour ce qui est du quotient de créativité, qu'on pourrait appeler le QC par rapport au QI. Mais je rejoins ce que vous dites, puisqu'on remarque très peu d'idées neuves, mais beaucoup d'idées reprises au sein des différents orateurs de la sphère soit médiatique, politique, et très peu de création finalement intellectuelle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a très peu de création intellectuelle aujourd'hui? Alors là, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Il faut d'ailleurs se méfier. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle la cryptomnésie? Ah, la cryptomnésie, mais c'est un phénomène ordinaire, quotidien. C'est le fait de croire qu'on a une idée neuve alors qu'on régurgite une idée que quelqu'un d'autre vous a donnée un peu avant. Et c'est innocent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc quand on trouve une formule, il faut toujours se demander... Et, moi j'ai un bon exemple d'ailleurs, parce que j'étais très, très content de la formule, j'en ai fait un tweet. Et puis je me dis, alors je n'ai pas encore retrouvé l'auteur, c'est probablement de la cryptomnésie, j'ai dit, écoutez, un jour j'ai écrit la femme est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu. Ah oui, c'est une belle formule. La femme est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu. J'ai un soupçon d'être victime de cryptomnésie, vous voyez. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé tout seul comme un grand. J'ai dû entendre ça un jour et bon, voilà. Donc il faut se méfier de la cryptomnésie. Alors, est-ce qu'il y a moins d'idées originales aujourd'hui? C'est sûr que les idées fondamentales sur lesquelles on travaille aujourd'hui sont en général anciennes. Hein. On a découvert que la Terre tournait autour du Soleil, c'est Kepler, Copernic, théorie de la gravitation, théorie de la relativité qui est due, comme vous le savez, à Henri Poincaré et non pas Einstein qui l'a plagié, je le dis au passage. Théorie quantique, enfin bon, tout ça c'est le début du siècle. Hein, c'était avant 1940. Hein, alors, on fait des découvertes, mais qui sont plutôt, qui sont moins importantes que celles qu'on avait faites autrefois. Mais c'est peut-être tout simplement, c'est la loi des rendements décroissants dans le monde de la découverte scientifique. Hein. Et quand une découverte est faite, on ne peut pas la refaire une deuxième fois. Donc, forcément. On va passer sur le thème de la discrimination. Vous militez pour un droit à la discrimination. Comment cela serait applicable? Enfin, c'est évident. Mais c'est tellement... Alors, écoutez, la discrimination est le premier des droits de l'homme. C'est évident. Et c'est tellement évident qu'on n'a même pas éprouvé le besoin de le dire. Quand je me suis marié, cher monsieur, car je me suis marié il y a 43 ans, le fait que ma femme, c'est une femme, qu'elle fût française, de race caucasoïde, qu'elle ne fût pas homosexuelle, mais hétérosexuelle, et même qu'elle fût belle et pas laide, qu'elle fût de religion chrétienne, tout ça ne m'était pas indifférent. Or, tous ces critères, à l'exception peut-être de la beauté, aujourd'hui tomberaient sous le coup de la loi si au lieu de m'être marié, j'avais recruté une employée de maison. C'est de la folie. Depuis 1972. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que la loi du 1er juillet 1972, la loi Pleven, est une loi scélérate et qu'elle a mis fin à la République. Elle a interdit la préférence nationale, elle a supprimé la liberté d'expression, et elle a interdit, c'est peut-être plus grave encore que ce soit lié à la préférence nationale, qui est une forme de discrimination recommandable, elle a interdit la discrimination libre. Alors, on est dans l'hypocrisie, parce que la banque Rothschild, excusez-moi, mais la proportion d'Israélites à la banque Rothschild est supérieure à ce qu'est dans la population générale. C'est vérifiable? Vous n'avez qu'à regarder l'organigramme, à commencer par le nom du PDG, qui est David de Rothschild. Donc, si vous voulez, c'est une plaisanterie, quoi. Chez Publicis ou à la banque Rothschild, la proportion de juifs, il y a évidemment une discrimination pro-juive au détriment des non-juifs. Bon, personne n'a jamais poursuivi la banque Rothschild. Pourquoi? Je pose la question. Bon, donc, on nage dans l'hypocrisie complète, c'est scandaleux. Une brave dame a été poursuivie en justice, alors j'ignore si finalement elle a été condamnée, parce qu'elle avait publié une petite annonce en disant qu'elle voulait
qu'une dame de compagnie de religion catholique. Elle allait à la messe, elle voulait aller à la messe avec sa dame de compagnie. C'était quand même élémentaire, quoi. Hein? D'ailleurs, peut-être qu'on aurait pu la poursuivre pour avoir dit dame de compagnie, parce que après tout, ça exclut les hommes de compagnie. Hein? Non mais on est dans un monde de fous. Ça, c'est collectiviste, enfin c'est vraiment une atteinte grave aux libertés fondamentales. La négation de droit c'est à l'individu de discriminer comme il veut. Alors attention, je parle de discrimination privée, je parle des individus, des particuliers, c'est la liberté individuelle. Je ne dis pas que l'État doit discriminer. L'État doit discriminer entre les étrangers et les Français. Ça, c'est la préférence nationale. Il ne doit faire aucune discrimination entre les Français selon leur secte, leur religion, et ainsi de suite. Hein. Quelles seraient les conséquences d'une France uniquement blanche et chrétienne, du moins majoritaire? Blanche et chrétienne, c'est pas la même chose. Bon. La France est un pays de race caucasoïde. Donc la conséquence, c'est que la France ne cesserait pas d'être la France et qu'elle a toujours été comme ça. Je veux dire, la France n'avait pas de population non caucasoïde avant une date très récente. Enfin, vous pouvez me citer Alexandre Dumas et quelques comme ça, mais c'était vraiment infime, epsilon. Bon, on est dans la petite minorité, dont parlait De Gaulle. Petite minorité. Donc la conséquence, c'est que la France redeviendrait la France ou cesserait de risquer de ne plus être la France. Bon. C'est son identité. La France est un pays de race caucasoïde, c'est son identité. Alors, de religion chrétienne, l'Église catholique et les Églises protestantes, d'ailleurs, sont dans un tel état de marasme religieux que je vois mal comment, à court terme, la France pourrait redevenir chrétienne, catholique ou d'ailleurs protestante. Il faudrait d'abord que l'Église redevienne catholique, si j'ose dire. Quand on voit ce qu'est actuellement le pape François, c'est la première question. Hein, alors, il reste de très bons catholiques, évidemment, notamment ceux de la Fraternité Saint-Pédis, qui gardent le flambeau de la foi. Mais bon. Donc, il me paraît difficile à court terme, peut-être à l'échéance d'une génération, que la France redevienne chrétienne, ce qui serait pourtant souhaitable pour renforcer, ou recréer, ou reconstituer plutôt son identité. Ou la maintenir son identité. Donc, non, c'est une fausse question. La France doit redevenir la France. Elle n'a jamais cessé de l'être complètement. Mais elle est soumise à une oligarchie cosmopolite qui lui tient un discours mensonger d'aliénation culturelle, dans le but de la détruire complètement, dans sa chair et dans son âme. À cet égard, je voudrais insister sur un point. Les cosmopolites sont nos ennemis, pas nos adversaires. Il n'y a aucune conciliation possible avec eux. Ces gens veulent détruire la France, il est impossible de s'accorder avec eux. Ce sont des ennemis. Alors on peut essayer de les convertir, qu'ils cessent de l'être, mais tant qu'il est cosmopolite, le gars est un ennemi irréductible. Un ennemi avec lequel nous ne pouvons avoir aucune concession, aucune conciliation possible. Lorsqu'on regarde les travaux, par exemple, de Laurent Overton, qui montrent le lien entre immigration et criminalité, et son augmentation progressive simplement de la montée des délits, des crimes, donc des viols, des meurtres, des agressions parfois gratuites, j'ai envie de le mettre en comparaison avec un autre État, qui est l'Italie. Et quand on prend l'exemple de l'Italie, on observe des mafias, elles, blanches et chrétiennes, ultra-violentes, qui n'ont rien à envier à nos banlieues, sans écarter totalement le fait culturel et religieux. Ne pensez-vous pas que la précarité et la misère sont des sujets plus importants? Non, non, la vraie question, c'est que nous devons être maîtres chez nous. Voilà. La France doit être français de sang. Oui. Il y a en fait deux partis, au fond. Le parti de la France aux Français et le parti de la France aux immigrés. Il faut choisir son camp, sachant que les Juifs sont des immigrés comme les autres, qui sont arrivés après 1789, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, cet argument consistant à dire la grippe n'est pas dangereuse parce qu'il y a aussi la peste, enfin non, ça n'a pas de sens, quoi. Alors ce qui est vrai, c'est que la criminalité est liée à beaucoup de facteurs. Pas parce qu'il y a la mafia en Sicile que nous devons accepter la criminalité en Seine-Saint-Denis. Ça n'a pas de sens. Alors, le fait statistique, évident, de la corrélation entre l'immigration et la criminalité, c'est un fait statistique. 70%
des gens qui sont en prison, des délinquants ou des criminels qui sont en prison, au moins, sont musulmans, ou de race congoïde, ou les deux. Alors d'où vient cette corrélation, ce lien statistique? Il peut venir du déracinement de ces populations. Un individu qui a perdu ses racines, ils ne sont pas chez eux, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Il vient aussi du refus de la société d'accueil, enfin de la société française. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Et deux populations qui cohabitent, si elles n'ont pas les mêmes codes culturels, entrent forcément en conflit. Et on ne peut pas dire, a priori, que ce soit la faute de l'une plutôt que de l'autre. Hein. Simplement que... alors on préfère dire que c'est quand même à ceux qui sont arrivés après de s'adapter aux mœurs de ceux qui étaient là avant. Donc les Français de sang. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas assimiler des populations complètement différentes sur le plan racial et culturel qui arrivent massivement sur notre territoire. Donc, alors, y a-t-il aussi une différence d'origine? C'est-à-dire que la criminalité n'est pas la même dans toutes les races et dans tous les peuples. Hein. Bon. Elle est plus élevée en Afrique du Nord, chez les populations d'Afrique du Nord, qu'elle n'est en Scandinavie. Hein. Donc tous ces facteurs se mêlent. L'immigration est de toute façon, en additionnant tous ces facteurs, un grand danger pour la sécurité des Français. Aurélie Lesquin, vous êtes libéral, comme le montre le nom de votre parti. Parti national libéral, oui. Vous avez PNL. Appelé à voter François Fillon. Oui. Quel est votre regard, en tant qu'homme libéral, de classe bourgeoise, sur la lutte des classes? Je ne suis pas de classe bourgeoise. Henri de Lesquin, on pourrait penser une certaine bourgeoisie, voire une aristocratie, aristocratie si vous voulez, mais je ne suis pas bourgeois. D'accord. Alors, expliquez-nous, justement. Non, mais je ne suis pas élevé dans... La bourgeoisie, c'est l'apologie de l'argent. C'est ça, la bourgeoisie du point de vue culturel. Bon, moi, je n'ai pas été élevé dans l'apologie de l'argent, j'ai été élevé avec le sens de l'honneur, le devoir vis-à-vis des ancêtres, etc. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas bourgeois, culturellement. Bon. Alors, votre question, c'était... Votre regard sur la lutte des classes. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous la considérez? Alors, la lutte des classes est un fait sociologique. Ce n'est pas Marx qui l'a inventé. Guizot et beaucoup d'autres, à l'époque, considéraient que c'était un fait historique. Bon. La lutte des classes a toujours existé. Et Vilfredo Pareto, que je vais citer une nouvelle fois, considérait que c'était un fait incontestable. Hein. Et la lutte des classes était manifeste dans le cas récent du mouvement des Gilets jaunes. Elle s'est exacerbée récemment, et c'est un grand souci, je pense, pour quelqu'un qui aime la France, de voir cette exacerbation de la lutte des classes. Autrement dit, il faut reconnaître le fait de la lutte des classes, mais dire à ce propos deux choses. Premièrement, elle a largement été supplantée quand même, au moins jusqu'à une date récente, par la lutte des races. Krugman, l'économiste de gauche juif américain qui a eu le prix Nobel, reprend les analyses d'autres auteurs américains dont j'ai oublié le nom, qui disent pourquoi n'y a-t-il pas eu de mouvement socialiste important aux États-Unis? Parce que les ouvriers étaient racistes. Les ouvriers étaient racistes, dans le bon sens du terme, peut-être, et peut-être aussi dans le mauvais sens du terme. Ils ne voulaient pas soutenir des partis dont la politique aurait consisté à donner de l'argent aux Noirs. Vous voyez ? On peut dire que c'est mal, mais c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs la lutte des races qui explique que les Français qui votaient à gauche se sont mis à voter au centre, ou à droite, et ensuite à voter au Front National. Ouais. Bon. C'est parce que le Parti communiste a abandonné, après 1981, la ligne politique qui était celle de Georges Marchais, qui consistait à dire il y a trop d'immigrants en France, qu'il a perdu ses électeurs. Ouais. Et la gauche, généralement, a perdu les classes populaires, parce qu'elle est devenue, en fait, la gauche socialiste est devenue cosmopolite, et en fait, est devenue le parti de l'oligarchie, des classes déracinées, des bobos. Bon.
et des immigrés accessoirement. Donc la lutte des classes est une réalité, mais la lutte des races aujourd'hui est plus importante, notamment dans un pays où il y a beaucoup d'immigrés comme la France. De plus, pour un nationaliste, comme il faut l'être, quelqu'un qui aime la nation et la patrie, un patriote et un nationaliste, il faut dire cette lutte des classes qui existe est une mauvaise chose parce qu'elle brise l'unité nationale. Et donc ce phénomène social qui est une réalité, qu'on observe, qu'on doit reconnaître comme une réalité, il ne faut pas l'encourager. Il faut tout faire pour atténuer la lutte des classes. Et si possible pour la faire disparaître. C'est ça l'idéal nationaliste. C'est l'inverse de la philosophie politique du juif Marx qui voulait exacerber la lutte des classes, pour aboutir à ce qu'il appelait la dictature du prolétariat, ce qui évidemment était la dictature du Parti communiste, parti marxiste. Merci. Nous allons passer sur le thème de la religion. Je pense que vous êtes croyant, vous allez me confirmer, et si oui, logiquement... J'aime pas beaucoup le terme croyant, ça me fait penser aux musulmans. Ouais. Moi je suis un fidèle de la religion catholique. Quelle est la place de la spiritualité dans votre construction d'homme au quotidien ? La place de la spiritualité. Je ne suis pas mystique, je n'ai pas d'extase mystique, je n'en ai jamais eu et je crains de n'en avoir jamais avant la fin de mes jours. Pour autant, je sais que je ne suis rien devant Dieu, que nous ne sommes rien devant Dieu, devant l'immensité de la création. Hein. Comme disait Pascal, le silence infini de ces espaces éternels m'effraie, heureusement qu'il y a Dieu. Et donc, je crois que si une religion est vraie, c'est forcément la religion chrétienne et plus précisément la religion catholique, parce que c'est la plus belle. C'est ce que j'appelle la preuve par la beauté de la religion. Si Dieu a voulu qu'une religion soit considérée comme vraie, il faut qu'il lui ait donné plus de beauté qu'aux autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des parcelles de vérité disséminées dans les grandes religions du monde, comme l'hindouisme, le bouddhisme ou l'islamisme. Voilà, donc je pense que la foi au sens large, mais y compris la foi chrétienne, et la foi au sens large, et le point de départ n'est pas un beau terme, enfin, et la base de l'identité personnelle et de toute élaboration intellectuelle, c'est le grand défaut depuis Platon de la philosophie occidentale, de croire que la raison se suffise à elle-même. Au départ de toute élaboration doctrinale, il va y avoir un acte de foi. C'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne YouTube Henri de Lesquen. Et la vidéo s'appelle « Le vice constitutif de la philosophie occidentale ». Vous considérez-vous comme islamophobe ? Non, pas du tout. Je suis phobe de rien du tout. Moi, je suis même pas cosmopolitophobe, parce que un phobe, c'est un cinglé, quoi. Je suis un homme rigoureux, objectif, et je ne suis phobe de rien du tout. Voilà. Et donc, plus simplement, votre position... Alors, sur l'islam. L'islam, c'est une des 4 grandes religions du monde. C'est une des 4 grandes religions du monde qui sont... je vous renvoie à mes articles, là, c'est sur mon site lesquen.fr ou sur le site netlib.fr, lesquen.fr, lesquen.fr. J'ai consacré un article aux 4 grandes religions du monde. 4 grandes religions de l'humanité, pardon. Il n'y a pas 5 religions, 5 grandes religions. Alors on peut dire historiquement que peut-être il y en a une 5e ou une 6e, le nestorianisme. Non, pas je dis des bêtises, le nestorianisme c'est du christianisme. Je veux dire le manichéisme était peut-être une grande religion, mais elle a disparu. Et le zoroastrisme était sans doute une grande religion, mais aujourd'hui, il existe encore sans les parsis ou zoroastriens de l'Iran ou de l'Inde, mais c'est vraiment, cette religion est réduite à sa plus simple expression. Donc il ne reste aujourd'hui que 4 grandes religions qui sont par ordre d'apparition: l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l'islamisme, ou islam. Sachant que le bouddhisme dérive ou est issu de l'hindouisme dont il est une hérésie. Le christianisme, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une religion sémitique. J'ai même soutenu, ce qui est une thèse hétérodoxe, que le christianisme, à beaucoup d'égards, est une pseudomorphose du bouddhisme dans la religion juive de l'Antiquité, tellement la similitude entre les deux religions est grande.
bien que le Christ soit né 5 siècles après Bouddha. Et enfin l'islamisme qui doit beaucoup au christianisme, hein, bien qu'il soit en fait directement issu du judaïsme pharisaïque, le judaïsme actuel, qui est celui des pharisiens dont parle l'Évangile dans les termes que vous savez. Et donc, le judaïsme actuel, celui des pharisiens dont parle l'Évangile, n'est absolument pas une grande religion. Hein. C'est une religion étriquée à aucun degré, ni par le nombre des adeptes, ni par la profondeur de la foi, ni par la grandeur de la pensée. Ce qui permet de parler de grande religion, c'est d'abord, dans un certain sens, le nombre des adeptes, mais surtout la grandeur doctrinale, la grandeur de l'élaboration doctrinale et les créations, et la grandeur des créations qui ont été produites dans le domaine de l'art, de la pensée, par ces religions. Alors l'islam est une grande religion, ce n'est pas, à mon avis, la plus grande religion, mais je pense qu'il y a des parcelles de vérité dans l'islam. Lisez pour comprendre ce que c'est que l'islam, les livres d'Henri Corbin, en particulier sur la philosophie islamique. Ce qui est beau et grand dans l'islam, c'est le soufisme ou le chiisme, ça n'est pas l'islam wahhabite ou salafiste, alors là c'est vraiment complètement étriqué. Hein. Voilà. Donc oui, il y a une grandeur dans l'islam, mais cela dit, l'islam est complètement incompatible avec notre propre civilisation. Une grandeur dans le judaïsme ? Non, je ne vois aucune grandeur dans le judaïsme actuel. Écoutez, si vous voulez savoir ce que c'est que le judaïsme actuel, lisez, je crois que c'est le chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean, ce que le Christ dit des pharisiens. C'est un fait historique incontestable. Le judaïsme actuel, celui du grand rabbin Haïm Korsia en France, de l'État d'Israël, c'est celui des pharisiens dont parle l'Évangile, en termes extrêmement sévères. Sépulcre blanchi. Okay. Et Saint Jean dans l'Apocalypse parle de la synagogue de Satan. Donc voilà, bon, non, vraiment c'est l'esprit opposé, c'est la lettre opposée à l'esprit. Religion complètement étriquée, mais enfin écoutez, le judaïsme actuel c'est le Talmud. Alors, en dehors du fait que le Talmud, de manière grotesque, ridicule et prétentieuse, soutient que les non-juifs sont assimilables à des bêtes, le grand rabbin d'Israël a dit, Ovadia Yosef, a dit, les non-juifs les goïms ne sont nés que pour servir les juifs. Ils sont grotesques. Et encore, je ne parle que du Talmud. Alors la Kabbale, c'était encore pire, c'était vraiment un tissu de sophismes haineux écrits par des fous furieux, qui explique que les Juifs sont des parcelles de la divinité, la Shekinah dispersée au milieu du fumier des goïms. Alors là, nous, les non-juifs, ne sommes plus des bêtes, nous sommes du fumier. Vous voyez, c'est encore pire. Hein. Alors c'est une religion exécrable à tous égards, et le Talmud, écoutez, enfin franchement, c'est un tissu de sophisme ridicule. On discute indéfiniment pour savoir si on a le droit de se faire... pardon, un exemple encore qui est propre. On discute dans le Talmud pour savoir si on a le droit de presser le poisson le jour du sabbat. Vous voyez, parce que le poisson, on peut avoir envie de le presser pour en extraire le jus. Alors le premier dit non, on n'a pas le droit de le presser parce que c'est travailler. L'autre dit si, on a le droit de le presser. Le troisième dit, alors il semble que ce soit lui à qui on donne raison, on a le droit de le presser si on ne consomme pas de jus. Et tout est comme ça. C'est des milliers de pages, Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, sur ce genre de questions. Oui. Excusez-moi, je vais être un peu plus trivial. Est-ce qu'on a le droit de connaître sa femme quand elle a ses règles? Non. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on a le droit de la connaître? Alors, il y a plusieurs pages de discussion sur la couleur des règles, vous voyez. C'est ça le Talmud. Enfin, écoutez, c'est grotesque. C'est ça le Talmud, vous voyez. Et ne parlons pas des rites, qui est malheureusement partagé avec l'islam, de la circoncision masculine, excision du prépuce, qui est une mutilation des enfants, qui d'ailleurs est théoriquement interdite par la loi, qu'il faudrait interdire. On n'a pas le droit de mutiler des enfants. La circoncision masculine, au même titre que la circoncision féminine, qui est l'excision du clitoris, c'est une mutilation sexuelle, appliquée à des enfants. Donc c'est monstrueux.